Bonjour tout le monde. Comme promis, une vidéo sur la géométrie qui nous permettra ensuite d'enchaîner sur la géométrie sacrée, qui est une forme de géométrie. Ne vous laissez pas avoir par le nom, hein. Géométrie sacrée, c'est pas forcément relatif aux religions monothéistes. C'est quelque chose de plus complexe et de plus primordial à l'humanité, puisqu'on le rattache à la tradition primordiale. Mais avant tout, il faut déjà resituer les choses dans leur contexte, et le contexte de la géométrie sacrée qui nous permettra par la suite de voir, d'étudier certaines figures typiques de la géométrie sacrée qu'on retrouve partout, dans les bijoux, dans l'architecture, etc., etc. Avant de voir tout ça, la géométrie, alors la géométrie, pendant longtemps, ça a été l'une des deux seules branches de la mathématique, des mathématiques, avec l'arithmétique. Alors on a tendance à penser Grèce, oui, effectivement, oui. Alors, pendant longtemps, tu avais la géométrie et l'arithmétique, ensuite tu as eu l'algèbre qui est arrivée, tu as eu tout un tas de choses, une sorte de Big Bang un petit peu des mathématiques qui se sont éclatées en tas de branches, sous-branches, etc. Et la géométrie va connaître aussi ce Big Bang, et il y aura même plusieurs géométries, on verra. On va un petit peu voir l'histoire. Que dire d'autre? On va démarrer. Hein. La géométrie, c'est l'étude des formes et des grandeurs de figures parfaites. Oui, c'est ça. C'est une science qui est abstraite, qui nous montre des figures parfaites. Enfin, plus maintenant avec la géométrie fractale. Mais pendant longtemps, il y a une géométrie qui était purement dans l'abstraction, qui travaillait sur des figures parfaites. Moi, j'ai envie de dire que la géométrie, c'est l'étude des mesures, des grandeurs, des proportions, des volumes, des surfaces, etc., etc., des figures. Et à côté, figures qu'on oppose au nombre. Voilà. Mais c'est un peu plus compliqué que ça. Par exemple, on verra avec, il me semble que c'est Euler, hein, et son problème des 7 pans de Königsberg, qu'il peut y avoir différentes géométries et pas forcément de la mesure dedans, puisque c'est un problème, les 7 pans auraient passé par les 7 pans d'une ville allemande sans revenir, sans réutiliser le même chemin. Hein. Je vous laisse aller voir, c'est les 7 ponts de Königsberg. Königsberg, avec un K. Donc là, on a vu qu'il y avait une autre géométrie qui pouvait être sans mesure, géométrie dite des graphes, qui amènera la topologie d'ailleurs. Voilà. Mais bon, on va rester sur la géométrie, parce que ce qui nous intéresse, c'est certains éléments de vérité, hein, c'est pas de faire l'histoire de la géométrie, ça c'est un prétexte. Donc c'est l'étude des mesures, des formes, des proportions. Lorsqu'on parle de mesures, ça peut être des longueurs, des largeurs, des volumes, des surfaces, etc., etc. Et bien évidemment, on travaille autant maintenant sur des figures parfaites que l'imperfection grâce à la géométrie fractale. Alors, la géométrie classique, elle voit l'espace comme un espace continu, infini, en 3D, homogène et isotropique. Vous voyez déjà, il y a une adéquation avec la réalité physique, puisque l'espace est souvent décrit à des échelles, à l'échelle de l'infiniment petit, comme divisé, granulaire, voire même n'existant pas pour certains. Hein. Certains physiciens, certains kabbalistes disent que l'espace n'existe pas, c'est juste une impression. D'autres disent qu'il est irrégulier à une certaine échelle. À une certaine échelle, la régularité n'existe plus. Hein. On parle même de voxels, de pixels en 3D, de pixels de volume. Vous voyez. Donc la géométrie, c'est l'abstraction, c'est le monde des idées de Platon. Et on va voir que Platon va apparaître un petit peu comme ces petites vieilles dans les villages qui se mêlent de tout. Mais bon, lui, il apporte toujours des bonnes choses. Ben, même en géométrie, on retrouvera Platon. Là, on va étudier du parfait, des modèles, dans un champ d'imparfait où les figures ne seront plus. Ça vous rappelle rien? Le monde des idées, le monde du parfait, le plérome, hein, que ce soit Platon ou la gnose. Et de l'autre côté, le monde de la manifestation, le monde des formes imparfaites, le monde de la densité, le monde du chaos, le monde de l'imperfection, le monde du mal. Et ben, la géométrie, c'est un peu le lien hein, entre la perfection et notre imperfection. Le haut et le bas, le transcendantal et l'humain. À votre avis, il représente quoi le G des francs-maçons? Par exemple, beaucoup d'écoles à mystère. À votre avis, pourquoi est-ce que beaucoup d'écoles à mystère ont gardé cette image de géométrie? Les pythagoriciens, par exemple, et les écoles de mystère égyptiennes, notamment avec tout ce qui est géométrie sacrée. Vous voyez.
Pourquoi autant de civilisations accordaient autant d'importance à la géométrie abstraite? Je ne parle pas de la géométrie pratique, qui va apparaître bien évidemment. Alors, la géométrie c'est la Grèce, mais avant la Grèce, il y avait de la géométrie. On retrouve des traces de géométrie à Babylone. On retrouve des traces de géométrie en Égypte. Ce qu'il y a, c'est que ce n'était pas formalisé en Égypte, la construction des pyramides, l'approximation de pi, l'utilisation du théorème de Pythagore, des triplés pythagoriciens, sans qu'on s'en rende compte, sans qu'on sache que c'est une règle généralisable. Ça date de l'Égypte. Qu'est-ce qu'il y a encore pour l'Égypte? L'arpentage, certaines constructions, etc. En fait, il y a des traces de géométrie. À Babylone, c'est pareil. On retrouve ça dans la pierre, dans des écrits, le papyrus de Rint, le papyrus de Kaoun, le papyrus de Moscou. On retrouve tout un tas de traces de géométrie. Mais à l'époque, c'était une géométrie pratique. Elle était utilisée de manière empirique, c'était un ensemble de règles et d'approximations. Et elle avait une utilité, c'était l'arpentage des terrains, le découpage des terrains après les crues des Nils, la construction, l'élévation de volume, etc., etc., etc. Cette géométrie-là, donc on la retrouve aussi en Inde, en Chine, bien évidemment. L'un des textes les plus fondamentaux de la civilisation chinoise, je crois que c'est le traité des 9 problèmes ou quelque chose comme ça, enfin un texte de géométrie, de formules, de règles qui démontre que les Chinois avaient une géométrie avancée, les Indiens c'est pareil. Donc vous voyez, la géométrie c'est avant la Grèce. Mais la Grèce a apporté quelque chose, elle en a fait une science. Elle en a fait l'une des deux branches des mathématiques. Alors on va voir ça hein, tranquillement. La Grèce déjà voit ses géomètres étudier de nouvelles figures, des courbes, des surfaces, des solides. Ils reconnaissent ensuite que les modèles seront imparfaits forcément. Alors, ça paraît simple comme ça. C'est comme le théorème de Thalès, on l'enseigne en 6e, Euclide, Pythagore, on les enseigne dans une petite classe. Pourtant il a fallu des génies pour les trouver à l'époque, parce qu'à l'époque tout était à découvrir. Tout était à faire, ou à refaire, ou à redécouvrir, tout. Et eux, ils partaient de concepts. Quand je vous dis Platon, on dirait une petite vieille, mais qui intervient sur tout, effectivement. Parce qu'à l'époque, il y a encore cette unité. Un penseur pensait toutes les matières, puisque c'est toujours les mêmes principes. Vous voyez ce que nous essayons de faire, nous, en unissant par des symboles. Eux le faisaient naturellement. Platon faisait de la philosophie, faisait un peu de médecine, faisait un peu de politique, devait sûrement faire des tâches domestiques chez lui, la géométrie, les mathématiques, etc. etc. Aujourd'hui, on est dans le monde, vous voyez, unité, et aujourd'hui, division. On est dans le monde de la division. Je suis spécialiste en, je suis spécialiste en. Dans une même discipline, tu as 1000 branches. Et on s'aperçoit que la spécialisation, c'est une fragilisation. Tu es parfait dans un domaine. Mais ce domaine-là, il ne vaut rien s'il n'y a pas les autres domaines déjà. Allez voir en électronique. Si tu as l'électronique, tu n'as pas l'informatique, tu n'as rien. Si tu as dans une maison, regardez, s'il n'y a pas un plaquis, s'il n'y a pas des types qui mettent l'électricité, des types qui... le maçon, il ne peut rien tout ça. Donc en spécialisant, on croit aller plus loin, mais on se fragilise un petit peu comme ces branches qui vont de plus en plus loin, mais qui sont de plus en plus fines. Et on a toujours ce mouvement, unité, division, symbole, diabole. Ben, la géométrie va connaître cet éclatement. Et on va voir tout un tas de géométrie apparaître. Alors les Grecs aussi en font une science parce qu'ils apportent une méthode qui généralise, qui établit des lois à partir de nombreuses règles empiriques.
voyez, Thalès ou Pythagore, Pythagore démontre son théorème, enfin installe un théorème qui explique tout un tas d'approximations qui étaient utilisées avant, les triplés. On savait que par exemple si tu faisais si tu partais d'une base comme ça de 3, de 4, tu montais de 3, tu aurais forcément 5 comme ça pour les mesures de terrain, etc. On le savait, c'est un triplet 3, 4, 5, c'est un triplet pythagoricien. Je vous laisse aller voir ce que c'est parce que c'est pas le but du propos. Mais on le faisait avant inconsciemment. Et ben, quelqu'un comme Pythagore, on ne sait pas s'il a existé ou si c'est un mouvement, quelqu'un comme Pythagore a su théorémiser ça. Je ne sais pas si ça se dit. Donc, de 600 à 300 avant Jésus-Christ, on a eu Thalès et Pythagore, par exemple. Alors, Thalès, c'est le théorème de Thalès, c'est tout un tas de... qui installe la géométrie comme vraiment comme science à part entière. On a Platon qui, d'après les dires, sur le fronton de son académie, avait inscrit que nul n'entre ici s'il n'est géomètre. Marrant ça. Alors c'était quand même une académie dite, enfin, dédiée à la philosophie, mais en fait non, on parlait de tout. D'ailleurs la philosophie c'est la science de la sagesse, forcément on parle de tout. Hein. Platon qui introduit les 5 solides. Platonicien, c'est-à-dire 5 solides qui répondent à certaines règles. On trouve des centaines de figures en 2D qui correspondent à ces règles, et quand on monte d'une dimension, il n'y a plus que 5 solides, le tétraèdre, le cube, l'octaèdre, l'icosaèdre et le dodécaèdre. Alors tétra, 4 côtés, cube, 6 côtés, octa, 8 côtés, icosaèdre, il me semble que c'est 10, et dodécaèdre, c'est 12 côtés. On les retrouve dans les jeux de rôle, les dés à 12 faces, etc. par exemple. Bon, ben, ces 5 solides-là, qu'on retrouve dans le cube de Métatron. De Métatron qu'on verra en géométrie sacrée. Métatron qui est un ange, un séraphin. Vous voyez le lien encore avec la religion? Géométrie, religion, géométrie, franc-maçon, géométrie réelle. Platon qui va introduire aussi l'idée que la géométrie, la construction des figures géométriques ne peut se faire qu'avec un compas, une règle. On rajoutera l'équerre un peu plus tard. La vraie géométrie se fait avec un compas, une règle. Ce qui fait d'ailleurs que ça limite beaucoup de choses, et notamment de pouvoir démontrer comment on peut couper un angle en 3, c'est la trisection de l'angle, dupliquer un cube, ou obtenir la quadrature du cercle. Et donc, comment résoudre ces 3 problèmes uniquement avec des méthodes purement géométriques? Et il faudra attendre le 19e siècle pour s'apercevoir que c'est impossible. Je vous laisse aussi aller voir ce que sont ces 3 problèmes qui ont parcouru les siècles, ces 3 problèmes de géométrie célèbres. Donc, la duplication du cube, la trisection de l'angle et la quadrature du cercle, quadrature du cercle qu'on retrouve, c'est marrant, qu'on retrouve, excusez-moi je cherche les pages, qu'on retrouve dans l'expression populaire. Ensuite on a eu, ah voilà c'est comme ça, ensuite je suis obligé de prendre des notes hein, pour que ce soit plus concis, sinon je vais parler des heures encore. Ensuite on a eu là une forme d'apogée au 3e siècle avant Jésus-Christ, on a eu Euclide, Archimède. Alors Euclide c'est l'une des principales géométries
c'est une branche elle toute seule. La géométrie euclidienne, c'est la géométrie que nous utilisons dans un espace plat, à notre échelle, à nos vitesses, sachant que lorsqu'on va de plus en plus vite et lorsque les échelles sont de plus en plus grandes, comme dans l'espace, on utilise un autre type de géométrie, riemannienne. Il y a d'autres géométries. Euclide pose les bases de la géométrie que nous avons utilisée pendant des siècles et que nous continuons à utiliser aujourd'hui et notamment que nous continuons à enseigner dans les écoles. Voilà. Il la pose à partir d'axiomes, ce qui correspond au postulat en physique, c'est-à-dire des règles de départ, des socles, des bases, qui ne sont pas démontrables. Voilà, c'est les principes de base, c'est le paradigme, comme diraient certains. Et c'est cette méthode axiomatique qui a été inventée par Euclide. Et à partir de là, il va développer des théorèmes qui sont déduits de ces axiomes. Ces théorèmes donneront des conjectures, etc., etc. Et on aura créé une géométrie. D'autres, comme Lobachevsky ou comme Riemann au XIXe siècle, viendront créer d'autres nouvelles géométries adaptées à d'autres terrains, l'hyperbole, l'ellipse, les courbes, l'espace. D'autres géométries seront créées ensuite, comme la géométrie non commutative, qui est une géométrie complexe que je n'aborderai pas, qui a été développée par Alain Kohn, le mathématicien français, et qui permet de travailler en quantique. Vous voyez, donc la géométrie là devient un outil, elle perd son côté sacré, elle perd son côté lien entre deux mondes, entre le monde du divin, le monde des idées, le monde de la perfection et le monde de l'imperfection, là où nous sommes, et elle devient aussi un outil pratique pour non plus établir un lien avec le haut, mais mieux connaître ce qui est autour de nous. Vous savez, ce fameux monde qu'on essaye de déconstruire et qu'on essaye de comprendre le pourquoi il est là, pourquoi nous sommes là, qui est qui, quoi, comment, etc. Je ne vous la refais pas. Archimède, lui, ramène le raisonnement par exhaustion. Exhaustion. Et qui montre l'existence d'un nombre, pi, qui apparaît dans de nombreux rapports qui ont le même principe. Voilà. 200 avant Jésus-Christ, 500 après Jésus-Christ, bah, on a eu Pappus, connu en magie, tiens c'est marrant ça, connu en sorcellerie Pappus, en magie, en ésotérisme. On a une géométrie pratique qui se développe en parallèle. C'est marrant, hein, on aurait pu croire que dans les anciens temps, ils avaient plus besoin de pratique que d'abstrait. Ben non, en fait, la géométrie pratique, elle s'est... Enfin, on a eu une utilisation de la géométrie pratique au temps des Égyptiens, au temps des Babyloniens, un petit peu partout, là où il y avait des foyers de civilisation, pour arpenter la terre. Pareil, hein, toujours pour mieux se saisir du réel environnant, cette fois, pas le réel en entier. Mais on a surtout vu une géométrie abstraite se développer avec les Grecs. On a vu des méthodes. Voilà, et les méthodes comptent. On a vu des méthodes, on a vu des théorisations, apparition d'axiomes, de théorèmes, etc., etc. Et ce n'est qu'ensuite qu'on a vu la géométrie pratique utilisée au départ se développer, notamment avec la trigonométrie. Donc c'est Hipparque qui commence à poser des bases un petit peu de trigonométrie, mais c'est les Arabes et les Persans qui vont développer cette nouvelle branche de la géométrie, la trigonométrie. Voilà, qui utilise et la géométrie et le calcul, ce qu'on appellera algébrique, et qui sera d'ailleurs aussi inventé par les Arabes, puisque l'algèbre a été inventée par la civilisation musulmane. Quand je dis arabe, ça peut être persan, ça peut être kurde, ça peut être... C'est la civilisation musulmane.
On parle de civilisation, civilisation européenne, civilisation musulmane. De temps en temps, on dira tel endroit, tel lieu, tel, etc. Voilà. Ben, les Arabes et les Persans, en géométrie, vont généraliser le théorème de Pythagore. Ils vont avoir de très bonnes approximations de pi. Ils vont développer aussi des méthodes géométriques, mais pour résoudre des équations algébriques. On va utiliser le dessin pour résoudre des problèmes de nombre. Terrible ça. Non mais au niveau concept, c'est impressionnant. On est en train de faire une métamorphose. D'un côté, on peut dessiner des parties du réel. On peut dessiner des parties du réel. Et maintenant, on peut aussi, avec ces dessins, résoudre des problèmes de nombre, d'autres abstractions. Vous voyez un peu tous les liens qui sont faits entre l'abstrait, le monde du parfait, le monde de l'imparfait, l'abstraction et le concret, par exemple un arpentage. Maintenant, on reste dans deux abstraits différents. La figure, le nombre. Ça, c'est une avancée énorme. Ça m'a interpellé lorsque je l'ai lu. Au Moyen-Âge, on va dire entre le 5e siècle et le 15e siècle, la géométrie fait partie de ce qu'on appelle le quadrivium, les 4 nobles disciplines enseignées qui sont la géométrie, l'arithmétique, l'astronomie et la musique. La musique. Parce qu'on relie même Platon, encore une fois Platon avec sa musique des sphères. Des proportions et relie certaines idées de perfection, certaines constructions du monde à la musique et au rapport. On retrouve ça en musique, en solfège, la quarte, la quinte, c'est ça, c'est des rapports. La tierce, c'est des rapports. Ben, lui, il le voit avec les planètes. Il appelait ça la musique des sphères. Et il estimait que les planètes, bien avant l'apparition de la mécanique quantique, il estimait que les planètes ne pouvaient pas être n'importe où et devaient être à certains endroits bien précis. Un petit peu comme les orbitales, comme on l'imaginait Rutherford bien sûr, un petit peu comme les orbitales des électrons qui ne peuvent pas être n'importe où. Voilà. Donc du 5e au 15e siècle après Jésus-Christ, on a peu de géomètres illustres en Occident. Ça se fait surtout dans le monde arabe, en Grèce, en Inde et en Chine. Les plus connus le sont, le pire c'est que les plus connus des géomètres occidentaux le sont pour d'autres travaux, comme Fibonacci par exemple, pour sa suite. Voilà, qui met en évidence le nombre d'or. Il faut attendre la Renaissance, enfin c'est une longue maturation au Moyen-Âge, où les idées ont travaillé, ont mitonné, hop, la Renaissance tout a éclaté. Bien sûr, si on accepte la version classique du calendrier et pas la version récentiste, hein, mais à la Renaissance, tout a éclaté, notamment grâce aux universités italiennes. Encore une fois, on voit un lien, un pont. Les universitaires italiens, les mathématiciens italiens qui ont pu faire transiter tout l'héritage grec, l'héritage indien, l'héritage chinois et la valeur ajoutée de la civilisation musulmane, plus ses créations, qui ont pu ramener tout ça vers l'Europe, ce qui fait que l'Europe aujourd'hui est en tête. En matière de concept, en matière de maths, en matière de technologie, ben, tout ça, ça vient de ça. Des universités italiennes et des gens qui passaient de l'un à l'autre, qui habitaient là-bas. Fibonacci a habité une ville qu'on appelle Bougie maintenant, Gaya. À moins que ce soit Yanaba, Hippone, je ne sais plus. Je mélange. Et vous voyez, c'était des gens qui étaient à cheval entre deux mondes, ça leur a permis de ramener ça. 500 ans après, quand vous avez un Concorde, quand vous avez un ordinateur, quand vous avez tout un tas de choses, quand vous avez certains monuments, quand vous avez certains types de musique, certaines cultures qui eux-mêmes constitueront une culture et un vivier pour d'autres idées, etc., de manière exponentielle, ben on le doit, en tout cas à l'Occident, aux universités italiennes et à la Renaissance italienne, et aussi au monde arabe qui a gardé un héritage qui l'a aussi enrichi. Voilà, comme quoi il n'y a pas de gens plus intelligents d'un côté, de l'autre, etc. Il n'y a que des époques, il n'y a que des mouvements d'idées, des apogées, des périgées, et des gens qui, eux, ont compris l'idée de faire passer la science et pas de rivaliser, puisque si les mathématiciens arabes n'avaient pas travaillé avec des mathématiciens italiens, l'Italie n'existait pas à l'époque, hein, c'était des cités-États, mais je vais dire italien, c'est plus simple, s'ils n'avaient pas échangé ce savoir dont certains aujourd'hui se prévalent alors qu'ils ne sauraient même pas résoudre une équation, hein, Piero San Giorgio, notre médecine, notre savoir. Non, c'est la médecine de l'humanité, c'est le savoir de l'humanité. Et c'est des civilisations qui à leur apogée ont enrichi, ont récupéré quelque chose, l'ont enrichi et l'ont donné à d'autres. Ils ne faisaient pas de calcul à l'époque. Et il n'y avait pas de bureau des brevets. S'il n'y avait pas eu ce passage-là, s'il n'y avait pas des gens qui savaient
qui cohabitaient. S'il y avait eu un mur aux frontières, ces idées ne seraient jamais passées. Et peut-être que l'Europe n'aurait pas connu le développement qu'elle a connu là. Peut-être que ça aurait été une autre région du monde qui en aurait profité. Puisqu'ils n'auraient pas pu commercer là, les types seraient allés commercer ailleurs. Parce que le support, ça a été le commerce. Le commerce et les guéguerres. Mais aussi les échanges. Parce qu'à l'époque, en Méditerranée, ils savaient tous se battre, mais ils savaient aussi s'allier et faire du commerce. Au-delà de leur couleur de peau. Ça, c'était la petite précision. Donc le Moyen-Âge, la Renaissance, merci les Italiens, encore une fois. Parce que franchement, en mathématiques, il y a de quoi dire, parce qu'on parle peu des mathématiciens italiens, alors que c'est des grands mathématiciens en Europe. Hein. Bon, il faudra attendre alors. Il faudra attendre Descartes, René Descartes, René Descartes. Moi j'étais au lycée Descartes, René Descartes. Et là, on a le... Lui, il crée la géométrie analytique. Bon, Pierre de Fermat, toulousain aussi, a amené des notions à cette géométrie, mais lui, il crée la géométrie analytique, il crée le repère, la projection orthogonale. En fait, pour lui, l'espace géométrique devient une collection de points. L'espace géométrique n'est plus continu. Intuitivement, il a utilisé un concept qui deviendra une réalité en physique quantique. Pour lui, l'espace est une collection de points. Alors que ce soit une collection de particules dans un espace théorique comme l'espace de Hilbert, enfin, oui, ou que ce soit une collection de points, c'est la même chose. L'espace n'est plus continu, il est granulaire. C'est des points, des coordonnées. Vous savez, le repère orthonormé qu'on voit, il faut installer une parabole, il faut installer tel point, qu'on voit. Au collège et au lycée surtout, qui nous permet d'étudier des fonctions, fonctions affines, etc., les dérivés, tout ça. Ben, il a fallu des gens comme ça pour amener ça. Alors que nous, ça nous paraît simple maintenant, mais il a fallu trouver le concept, le peaufiner, enfin de redécouvrir le concept. Il a algébrisé le dessin. Alors on pouvait dessiner le réel avec la géométrie, ben maintenant on peut algébriser et numériser le dessin. Donc on peut numériser le réel sous forme de nombre, si on veut le dessiner. Numériser, c'est le mettre sous forme de nombre, on est d'accord. On ne parle pas encore de numérisation informatique, mais on y vient. On comptait le monde avant, on le comptait, les comptes avec des mots. Après on l'a dessiné, on l'a imaginé. Là maintenant on peut le numériser le monde. Et il suffit qu'il y ait un outil supplémentaire qui arrive, un autre outil, il suffit que tu aies un peu d'électronique qui arrive un siècle après, ou 2 siècles, 4 siècles après, un peu d'informatique qui arrive par un autre biais. Vous voyez comme quoi certains événements, certaines connaissances, tac, tac, et d'un coup il faut les lier. Et quand tu les lis, ça donne un super truc. On retrouve aussi le schéma de construction des éléments qui sont eux-mêmes un monde et qui, associés à d'autres éléments, construisent quelque chose de supérieur. Mathématiques, plus informatique, plus linguistique, plus électronique, ça donne... Peut-être que ça nous fait des murges. En tout cas, ça donne des mondes simulés. Ça donne quelque chose qui a fait évoluer l'humanité. Depuis que l'informatique est là, on a fait un bond. Parce que l'informatique, elle est partout. Elle est dans le commerce, dans nos échanges, dans les feux de circulation, dans nos appareils, dans nos modes de vie. Tout est informatique. Tout est électronique. Les ascenseurs, tout ce que tu veux maintenant. On a même ton briquet électronique. C'est ça que je veux que vous gardiez à l'esprit. Plus qu'un tel a fait un tel en 1908. On comptait le monde avant, on comptait comme le compte. Hein. Puis on s'est mis à le compter aussi un peu maintenant, hein, à le mesurer, hein, à essayer de le mesurer. On le faisait vibrer. On l'a pensé, on le faisait vibrer. On l'a dessiné, on le numérise. Voilà. Mais la question c'est, puisqu'on peut le faire, est-ce que sur un plan supérieur, un plan créateur, ils ne l'ont pas déjà fait pour nous, ça? La possibilité de dessiner notre monde, notamment avec l'apparition de la géométrie fractale grâce à Benoît Mandelbrot, vous voyez, tout est lié. Ma géométrie fractale, je la ramène là maintenant, elle sert. Je peux même ramener la même éthique, d'ailleurs je pourrais ramener toutes les vidéos que j'ai faites, hormis les vidéos politiques, je peux toutes les lier, je peux toutes les introduire dans le sujet. Vous voyez comme quoi il faut lier, il faut remonter au symbole et à l'unité pour mieux comprendre. Si on peut dessiner le réel, peut-être qu'il a déjà été dessiné notre réel, peut-être qu'il y a eu des plans faits à l'avance. C'est comme l'univers. À chaque fois qu'on essaie d'observer l'univers, on s'aperçoit qu'il correspond, enfin qu'on peut le décrire mathématiquement. Peut-être parce qu'il a été construit mathématiquement, peut-être aussi qu'on le voit mathématiquement, peut-être qu'on le voit géométriquement, peut-être. Hein. S'il y a des plans faits à l'avance, s'il y a un scénario fait à l'avance, s'il y a des dessins faits à l'avance, s'il y a une électronique faite à l'avance, on peut parler du logos platonicien.
l'idée du monde avant de l'avoir créé. On peut remonter à la Genèse aussi. Et au livre religieux, Dieu avait une idée du monde avant de le créer. Et puis le Big Bang, c'est la réalisation sur un plan. Vous voyez, on parle de la géométrie. Vous allez encore me dire, il lit, mais je suis obligé. Là. Tout ce qui est numérisable est computable. Tout ce qui est computable, c'est tout ce qu'on peut être mis sur l'ordinateur, soit sous forme analogique, soit sous forme numérique. L'analogique, c'est une progression qui est parallèle à la montée dans le réel. C'est une imitation. Voilà, on monte, il y a des degrés. Numérique, c'est tu passes du 0 au 1. D'un coup, tu fais un saut. Un individu, dans la journée, c'est quoi? C'est 250, 300, 400 équations dynamiquement liées. Tu modélises facilement la vie d'un individu. D'ailleurs, il y en a qui l'ont fait, les Sims, et d'autres. Tu le modélises, tu peux le dessiner. Ah, les francs-maçons, la géométrie sacrée, G, le grand œuvre, l'architecte, architecture, dessin, architecture dessin, architecture processeur, l'architecture d'un processeur. On dessine un processeur. C'est des pistes que je vous lance. Bref, la géométrie rejoint le réel de la physique avec Descartes. Et on voit maintenant l'importance du fractal, puisqu'on peut dessiner le monde, mais on peut dessiner que le monde en perfection. Avec la géométrie fractale, on peut dessiner toutes les irrégularités, toutes les figures irrégulières. Il n'y a rien de parfait dans ce monde. Tu ne trouveras pas un rond parfait. Ne me dis pas le soleil, parce que quand tu vas le regarder avec certaines lunettes, tu vas voir que ce n'est pas un cercle parfait. C'est pas Aton, hein. Cercle parfait. Mais il n'y avait pas que Descartes qui gambergeait. Newton et Leibniz, eux, on l'a vu avec les infinis, on travaillait, on développait le calcul infinitésimal, l'infiniment petit. Dérivée, intégrale, calcul algébrique, c'est de la géométrie, hein, numérique. Les intégrales, les dérivées, on étudie quoi? On étudie une figure, hein, des surfaces d'une figure. Hein. Pour les intégrales, les dérivées, c'est des accélérations d'accélération, c'est des variations de quoi? D'un paysage. Parce qu'on peut le décrire numériquement. Il existe une géométrie algébrique maintenant. 17e siècle, on a la géométrie projective utile. Je ne parle pas de tout, hein, je passe à l'essentiel, à ce qui nous intéresse. Donc au XVIIe siècle, la géométrie projective utile apparaît, et on verra son utilité au XIXe siècle. Elle permettra notamment les lignes de fuite, la peinture et tout un tas de choses. Mais elle est un élément qui fait encore progresser la connaissance et qui permet d'aller dans une certaine direction. Au XVIIIe, on a Euler, un grand des mathématiques. Lagrange, pareil, hein, qui a fait, je crois qu'il a enseigné à Turin. Hein. Il y a un reportage sur Lagrange, à Turin notamment. Sur YouTube, vous tapez Lagrange, parce que c'était l'anniversaire de sa mort, je crois, il n'y a pas longtemps, en 2015. Euler et Lagrange, c'est avant tout des remarquables géomètres, mais on a retenu de quoi? L'aspect algébrique. Alors, le 18e, c'est une période de transition, on va dire. On a par exemple la géométrie descriptive de Monge, mon fils, qui va aider, qui va permettre le développement des machines à outils, du dessin industriel. Les machines à outils, le dessin industriel, c'est ce qui vont permettre la société de grande consommation, puisque c'est ces machines à outils qui vont faire, qui vont dessiner, alors on leur donne des formes, et elles vont dessiner des produits, des objets manufacturés. Voilà, c'est ça qui a fait notre monde de la consommation. Vous voyez, tout ceci vient de la géométrie, entre autres. Il y a aussi de l'électricité, bien sûr. Il y a aussi de la thermodynamique, il vient d'un ensemble de sciences qui font une société dans laquelle on vit et qui font nos vies, finalement. Donc les gens qui me disent « je m'en fous, ça m'intéresse pas, c'est pas la vraie vie », si, c'est ce qui influence ta vie en amont. Ce genre de choses. Puisque 2 siècles après, tu t'aperçois que en fait, la géométrie descriptive, c'est ce qui permettra le dessin industriel, qui va permettre de produire en grande quantité tout un tas de biens manufacturés qui font ta vie de tous les jours. Et que sinon, on aurait été peut-être embêté, on l'aurait fait de manière moins productive, et ça aurait changé le sens de ta vie. Le XVIIe et le XVIIIe siècle, on voit aussi la géométrie euclidienne atteindre son apogée. Et jusqu'à la fin du XVIIIe, on distingue 2 géométries, donc la géométrie euclidienne qui est dite synthétique, et la géométrie analytique de René Descartes, qui lui raisonne avec des nombres et des fonctions. Ce qu'on voit au lycée. Et il faudra attendre donc le XIXe siècle,
qui est dit l'âge d'or, le siècle d'or de la géométrie, le siècle de la géométrie, pour voir la géométrie prendre son essor, plusieurs voies, donc géométrie projective et une manière de pratiquer la géométrie, des géométries, alors géométrie différentielle, mais surtout l'apparition de géométrie non euclidienne, puisqu'on peut prendre d'autres axiomes tout aussi vrais et bâtir d'autres géométries. La géométrie de Lobachevsky, dite géométrie hyperbolique, donc qui veut que la somme des angles d'un triangle doit être supérieure à 180 degrés, et hyperbolique. Et la géométrie riemannienne qui est elliptique et qui veut l'inverse, que la somme des angles d'un triangle soit supérieure à 180 degrés. Et hyperbolique c'est inférieur à 180 degrés, et euclidienne c'est égal à 180 degrés. Et bien, ces géométries-là, elles vont permettre la relativité, elles vont permettre l'étude de l'espace, elles vont permettre tout un tas de choses. Elles sont adaptées à ce terrain, elles ne sont pas adaptées au terrain de tous les jours. Tu ne fais pas un découpage de terrain ou un arpentage tel que le ferait un géomètre sur un terrain plat. Tu utilises, enfin, avec la géométrie riemannienne. Géométrie différentielle, on a l'algèbre linéaire au 19e siècle, Hamilton, les quaternions. Les quaternions, c'est des hypercomplexes. C'est une catégorie de nombres. Je vous laisse aller voir. Quaternions, octonions, sédénions. Et vous dire, mais qu'est-ce que j'en ai à battre de ces trucs? Eh bien, ils vont permettre et ils vont finir totalement d'algébriser l'espace pour la première fois. Puisqu'avec les quaternions, on a de l'algèbre linéaire et on peut étudier des rotations. Il y a tout un tas de choses qu'on peut faire avec. Donc, on a aussi au 19e l'émergence de la notion d'espace vectoriel, les vecteurs, qui servent en mathématiques modernes, l'invention des matrices, qui sont des tableaux de nombres qui sont utiles en résistance des matériaux. Que des notions en fait de pure géométrie qui vont être utiles à la découverte de notre réel, comment l'appréhender, mais mieux, comment le reproduire, comment le voir, comment le dessiner, comment, et peut-être même comment, voilà, comment le reproduire, on va le dire comme ça. Alors le XXe siècle, ben, on a le Big Bang, hein, la division traditionnelle des maths, hein, c'est plus arithmétique, algèbre, analyse, géométrie. On a maintenant, en géométrie, on a des branches indépendantes comme la topologie, on a des géométries différentes, on a à l'intérieur de la géométrie euclidienne différentes manières de voir cette géométrie. En algèbre, on a tout un tas d'algèbres différents, l'arithmétique a été reléguée, et encore, vous avez la théorie des nombres, vous avez tout un tas de théories qui se sont développées entre-temps. Donc, c'est un Big Bang des mathématiques et un Big Bang de la géométrie. Et en même temps, toutes ces subdivisions se mélangent avec d'autres disciplines. On assiste par exemple à la physique mathématique. Voilà, la physique ne peut plus se passer de mathématiques. Et ce qui est marrant, c'est que l'abstrait, le parfait, c'est quasiment emmêlé avec l'imparfait dans le monde de la manifestation. Ça rappelle un peu la chute des Lumières qui sont tombées dans la boue, dans la fange, dans la densité, et qu'il faut récupérer. Ça me fait penser à ça. On a la géométrie fractale, voilà, qui vient compléter tout ça, et qui permet cette fois de dessiner, numériser le réel, de dominer le réel. Et de se poser la question de savoir est-ce que notre réel est vraiment réel, ou est-ce que lui-même n'est pas quelque chose aussi issu de sciences d'autres personnes et une projection d'eux sur un plan, voilà, un plan créateur, plan créé. Ben, c'est simple, une simulation par exemple. Je reviens toujours à ça, c'est beaucoup plus simple à comprendre. Ça m'évite de parler des heures. Donc on est arrivé à l'ère des liens. On prend un bout de géométrie, on peut lier un bout d'algèbre. On prend ça en ça. Après le Big Bang des siècles du 19e notamment, et puis même du 20e, on est en train de revenir à des liens géométrie non commutative avec la physique quantique, voire même la physique subquantique. Vous voyez? Et c'est ces liens-là qu'il faut faire pour avoir la vérité, revenir à une certaine unité. On peut dessiner, numériser notre réel. Notre réel peut être décrit de plusieurs manières, dont manière mathématique. Voilà. Donc, plutôt que de continuer, parce que je pense que tout a été dit, plutôt que de continuer à broder autour du thème, hein, juste rappeler que la géométrie sert aux architectes, par exemple, aussi. Géomètres, mais aux architectes. Moi, j'ai envie de passer à un type de géométrie qui n'est pas très mise en avant maintenant, puisqu'on a peur que ça se mélange avec le New Age, mais c'est la géométrie sacrée. Donc, je vais l'étudier dans la vidéo à venir, enfin, je vais vous en parler dans la vidéo à venir. Juste que la géométrie sacrée, c'est une géométrie qui est consacrée
à la construction de temples sacrés. C'est une géométrie qui va mélanger la figure, même en 3 dimensions, avec l'énergie. Et elle est dite sacrée parce que très souvent c'était... Et elle tient compte aussi du lieu. Donc des énergies. C'est des formes, des énergies. Des formes et des absences de formes et des énergies. Voilà. C'est ça la géométrie sacrée. Et elle a été faite pour reproduire le macrocosme dans le microcosme et pour mieux vivre. Pour apporter une harmonie. On la retrouve, comme je vous l'ai dit lors de la précédente vidéo, mais j'aime bien me répéter, on la retrouve dans les bijoux, on la retrouve la fleur de vie, l'arbre de vie, le cube de Métatron, le triskel, tout un tas de formes, et vous verrez que nos villes ne sont pas épargnées par cette géométrie sacrée. Ce qu'il y a, c'est qu'on n'en parle pas. La plupart des cathédrales, la plupart des temples, la plupart des monuments, mais beaucoup de demeures de riches de l'époque ont été bâties en fonction des règles de cette géométrie sacrée. Cette géométrie sacrée n'est pas exclusive à une religion, à un courant de pensée, elle appartient à l'humanité, elle appartient à la tradition primordiale qui a été dévoyée, qui a été découpée et dévoyée par beaucoup qui s'en servent pour dominer ou en tout cas qui ne font pas passer les secrets. Cette tradition primordiale qui expliquait à l'homme ce qu'il était, là où il allait et en tout cas comment il fallait y aller au mieux, comment il fallait construire, comment il fallait vivre, comment il fallait habiter, en fonction des énergies, en fonction du terrain. Donc elle a été cachée, elle a été travestie, elle a été morcelée, elle a été détournée. Et la géométrie sacrée, par exemple, beaucoup de religions se la sont appropriées. L'arbre de vie, par exemple, n'appartient pas forcément au judaïsme. Les dessins dans les mosquées, les rosaces dans les cathédrales n'appartiennent pas forcément au christianisme ou à l'islam. En islam, vous retrouvez souvent ces 2 carrés imbriqués, l'un qui devient losange, et l'autre qui reste carré. Hein. Vous voyez ce symbole, un carré comme ça, et un autre incliné, superposé. Ça, c'est de la géométrie sacrée, et ça appartient donc aux hommes, à l'humanité, à l'un. Donc je vous remercie, et puis à bientôt, peut-être même là, dans la foulée, pour la géométrie sacrée. Toujours pareil, dans cette démarche de comprendre ce qu'on est, ce qu'on n'est pas, où on est, etc. Et surtout, pour vous amener vers quelque chose, parce que je compte bien vous amener vers quelque chose, pour vous amener vers des hypothèses. Bonne journée à toutes et à tous.